Bonjour Monsieur Mbelou. Bonjour Monsieur Etienne Lando. Bienvenue sur Congo One. Monsieur Mbelou, l'actualité est toujours dominée par les expulsions dont sont victimes nos compatriotes vivant au Congo-Brazza. À Kinshasa, sur place, des ONG des droits de l'homme demandent au gouvernement de désengorger rapidement les sites d'hébergement des Congolais expulsés, car les conditions de vie de ces expulsés regroupés au stade Cardinal Maloula et dans la cour de la maison communale de Kinshasa sont extrêmement difficiles. Monsieur Mbelou, cette tragédie humanitaire est révélatrice de la grande incapacité de Kinshasa à faire face à ce genre de situation. Oui, mais je vais essayer de vous redire ce que j'ai dit lors de notre dernière émission. J'ai la nette impression que nos compatriotes demandent au gouvernement fantoche de Kinshasa de poser des gestes qui ne rentrent pas dans sa mission d'extermination des Congolais. J'ai l'impression que de ce point de vue-là, nous nous trompons. Nous nous trompons et nous risquons de payer un lourd tribut en laissant entraîner nos compatriotes et d'autres infiltrés qui sont parmi eux dans des conditions inhumaines, si certains d'entre nous ne prennent pas l'initiative de s'occuper de cette catastrophe-là, de cette tragédie-là. Et peut-être que le gouvernement de fantoche de Kinshasa pourra chercher à se rattraper ou à se faire quelques publicités en répondant à ces appels des ONG, mais cette mission-là, de protéger les Congolais, est exclue de sa feuille de route. Ce n'est pas sa mission. C'est ainsi que j'ai l'impression qu'au fur et à mesure que les jours passent, les années passent, nous oublions facilement d'où est venu ce gouvernement-là, d'où sont venus plusieurs de ses membres et plusieurs de ceux qui travaillent dans l'administration inefficace du gouvernement de Kinshasa. Dès que nous oublions cela, nous risquons de demander à ce gouvernement-là ce qui ne rentre pas dans ses fonctions non avouées. Et l'une de ses missions principales, c'est l'extermination des Congolais. Mais tout de même, Monsieur Mbelou, la situation ne semble pas s'améliorer sur place. Les dernières pluies qui se sont abattues sur la ville de Kinshasa ont dégradé les conditions de vie de ces déplacés, refoulés de Brazzaville, regroupés au stade Cardinal Maloula et à la maison communale de Kinshasa. Et cette situation inquiète les personnels médicaux dépêchés sur place qui redoutent la propagation des maladies comme le choléra, la fièvre typhoïde et la malaria. Monsieur Mbelou, voilà qui n'arrange rien pour ces pauvres déplacés. Oui, le système dans lequel le Congo se retrouve aujourd'hui a déjà classifié certaines de ses filles et certains de ses fils parmi les populations inutilisables. Quand ces questions-là surgissent, nous devons pouvoir les analyser froidement et profondément. On en a déjà éliminé plus de 8 millions. Qu'on en élimine 400 000 ou 80 000, ça n'importe peu à ceux qui ont monté ce système qui a classifié certains compatriotes parmi les populations inutilisables. Nous n'allons pas jusqu'à sonder le fonctionnement du système néolibéral et néocolonial qui s'est installé au Congo depuis les années 60 jusqu'à ce jour. Au fur et à mesure que les années et les jours passent, nous croyons qu'il peut y avoir eu des changements profonds au niveau institutionnel. Mais il n'en est pas question. Nous sommes dans un système qui n'a rien à voir avec la protection des vies humaines, surtout celles qui sont classifiées parmi les vies inutilisables. Et puis finalement, après toutes ces interpellations, les gouvernements semblent se décider et Lambert Mende a annoncé hier la construction d'un centre d'hébergement approprié
dans la commune des Maluku pour accueillir les expulsés du Congo-Brazzaville. Et selon lui, hein, Lambert Mende, les sites de la maison communale de Kinshasa et du stade Cardinal Malou, de la même commune qui accueille ces refoulés, ont un problème d'espace. Monsieur Mbelou, il s'agit là une fois de plus de l'improvisation de la part d'un gouvernement qui agit toujours après coup. Oui, c'est pour confirmer mes propos de tout à l'heure. Ce gouvernement-là n'est pas là pour faire ce travail-là. Sous d'autres cieux, si le Congo avait été réellement un pays démocratique, le ministre de l'Intérieur devrait déjà avoir démissionné. Or, nous avons un gouvernement fantoche et un État manqué, un État failli. D'autres cieux, l'opposition aurait remué les terres et aurait demandé la démission pure et simple du ministre de l'Intérieur. Donc vous comprenez, peut-être qu'on y reviendra, pourquoi, après coup, les compatriotes de Paris sont allés manifester leur colère à l'ambassade du Congo en disant que ceux qui étaient censés représenter les Congolais à Kinshasa ne font absolument rien. Alors, les compatriotes se sont dit non, si vous n'êtes pas nos représentants, nous ne voyons pas pourquoi vous devez pouvoir garder vos photos, par exemple, dans l'ambassade à Paris. Vous voyez, mais c'est un éveil, quoique plus ou moins tardif, mais un éveil important. Donc, si nous sommes plusieurs à comprendre que ces messieurs-là et ces dames-là ne représentent pas le peuple congolais dans son immense majorité, nous n'irons pas leur demander ce qu'ils ne peuvent pas nous offrir. Oui, justement, vous venez d'en parler. Il y a eu cette semaine une opération commando menée par des activistes congolais à Paris, dans les locaux de l'ambassade congolaise à Paris. Monsieur Bell, vous pensez que ces genres d'actions coup de poing, est-ce que c'est vraiment utile? Hein, parce que c'est peut-être pour faire un peu les buzz, comme on dit. Mais je pense que ce n'est pas la première fois que les Congolais prennent d'assaut, hein, cette ambassade de Paris, et puis après, bon, on ne voit rien qui change. Est-ce que c'est important de faire ce genre d'action? L'activisme citoyen est toujours important pour un peuple qui cherche à atteindre des changements profonds dans son pays. Même si c'est sporadique, du moment que les compatriotes comprennent, et j'ai essayé de suivre leur discours, dans leur discours, après avoir posé cet acte-là, on sent qu'il y a de plus en plus des choses qui deviennent claires. Ils se disent de plus en plus que c'est aux Congolais qu'il appartient de prendre son destin en main, que XY peut être de passage au Congo, dire XY chose, et que ce qui n'appartient pas à ces gens-là, de pouvoir décider de ce que le Congo de demain doit devenir. Donc, ces gestes seraient sans importance s'ils n'étaient pas accompagnés d'un certain discours qui dit dans quelle orientation ces activistes congolais voudraient orienter, voudraient mener leur action. Ça, c'est important. Mais le souhait aurait été qu'il y ait de plus en plus une synergie entre tous ces fronts de lutte pour pouvoir nous retrouver autour de 3, 4, 5, 6 défis qui pourraient nous mobiliser, pas de manière sporadique, mais sur le court, moyen et long terme. Nous devrions pouvoir nous assigner des objectifs à atteindre. Je vois qu'il y a un groupe de compatriotes réunis dans une ASBL internationale dénommée Congo Plan, qui essaie d'aller dans ce sens-là. J'ai vu une ASBL congolaise qui essaie d'aller dans ce sens-là en se fixant des objectifs à atteindre sur le court, moyen et long terme. Il est vraiment temps qu'une bonne synergie puisse être créée entre tous ces fronts de lutte.
Un mot sur l'opposition à Kinshasa, on l'a pas beaucoup entendu sur ces sujets. À part dénoncer, elle ne semble pas aussi proposer rien de concret par rapport à cela. Oui, peut-être que nous y reviendrons. Quand vous écoutez les discours de opposants congolais, à un certain moment, il y a de belles idées qui transparaissent par-ci par-là. Vous les entendez de plus en plus parler d'un leadership collectif et visionnaire. Vous les entendez de plus en plus parler du Front commun pour la République. Mais le petit danger qui guette ces opposants congolais, c'est que ils opèrent dans un même système que ceux qu'ils critiquent. Et puis, leurs critiques, à un certain moment, ne vont pas jusqu'aux questions fondamentales. C'est bien peut-être de remettre en question le gouvernement fantoche de Kinshasa, mais nous aurions peut-être voulu entendre ces opposants nous dire comment ils peuvent faire avec 400 partis politiques pour passer de l'hégémonie néolibérale à l'hégémonie démocratique. Comment font-ils aujourd'hui, demain et dans les jours à venir, pour que le Congo cesse d'être un État failli, néolibéral et néocolonial, pour qu'il devienne un État souverain et national? Ces questions-là, vous ne les entendrez jamais les aborder. Donc, il y a comme des disputes entre copains et coquins qui ne vont pas souvent au fond des questions engageant la destinée de notre pays. Cela inquiète un peu à un certain moment donné, même si, comme je le disais, il leur arrive d'aborder des questions internes plus ou moins importantes, mais ce passage-là entre l'État failli, manqué, à l'État souverain national, n'est pas encore entré dans leur discours. C'est comme si ils avaient peur de rompre avec le rôle que plusieurs d'entre eux jouent, c'est-à-dire les capitaux médaillés du système de l'hégémonie néolibérale et néocoloniale. Oui, justement, puisque vous en parlez, hein, l'impression qu'on a d'ici, c'est que ils n'osent pas critiquer, par exemple, les Congo-Brazza. Je vais parler de Sassou Nguesso dans les traitements qui est fait à ces Congolais qui sont expulsés. On a comme l'impression que les Congo de Kabila est devenu un État tellement faible que bon, autour de lui, il n'y a que des parrains, des gens qu'il faut ménager pour peut-être voilà, c'est ménager un futur. Si on veut un futur glorieux au Congo, il faut avoir des amis comme Sassou, Kagame, ainsi de cela. Oui, oui, mais là, nous devrions aussi faire très très attention. Je ne sais pas si vous avez appris ce qui est en train de se passer au Nigeria. Et nous faisons comme si, rappelez-vous, j'ai écrit un article intitulé, plus ou moins comme ceci, les jours, les mois et les années à venir risquent d'être trop durs pour l'Afrique et la RDC. Mais ne voyons pas tout simplement la face immergée de l'iceberg. Ce qui s'est passé au Congo-Brazza, ce qui s'est passé dernièrement en Centrafrique, parce que nos compatriotes ont été aussi chassés de la Centrafrique, ce qui s'est passé en Angola, ce sont des signes avant-coureurs, à mon avis, à mon humble avis, ce sont des signes avant-coureurs d'une déstabilisation profonde de l'Afrique. Les Boko Haram là, essayez de voir leur armement. Ça leur vient d'où? Ça leur vient d'où? Dès que nous n'analysons pas cette question-là en profondeur, nous risquons de rester superficiels. Hein, de ne voir que Sassou, de ne voir que l'homme de Luanda, de ne voir que ce qui s'est passé dernièrement avec nos compatriotes en Centrafrique. Mais il y a toute une procédure de déstabilisation de l'Afrique qui est en marche, et cette procédure est soutenue par les mêmes qui ont fait de nous hier des esclaves et avant-hier des colonisés. Ce ne sont pas des faits comme ça hasardeux sur lesquels nous devrions nous acharner en disant Sassou c'est un imposteur. Mais ça ne suffit pas. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui fait que la France se soit installée au Mali et en Centrafrique? Qu'est-ce qui fait que les États-Unis soient en train de chercher où placer finalement Africom?
Qu'est-ce qui fait qu'ils soient les premiers à aller chercher à aider le Nigeria pour rechercher les filles enlevées par Boko Haram? Il est important à certains moments de voir l'Afrique comme une seule et même famille, malmenée depuis la traite négrière jusqu'à ce jour. N'oubliez surtout pas que ces signes visibles d'agitation euh, 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 interviennent au moment où les économies du Nord sont fauchées et ne se portent pas très bien. Et peut-être qu'il y a là des mécanismes d'assujettissement de l'Afrique, encore une fois, avec notre complicité, avec la complicité de tous les capitaux médaillés qu'on retrouve encore en Afrique aujourd'hui. Très bien, justement, Léon Kengo-Adondo, président du Sénat de la RDC, a été reçu hier, hein, dimanche, mais par le président Denis Sassou Nguesso dans sa résidence d'Oyo. Il a été porteur d'un message de Joseph Kabila qui demande à Denis Sassou Nguesso une suspension des expulsions des ressortissants congolais en vue d'apaiser le climat social qui prévaut entre Kinshasa et Brazzaville. C'est Radio Okapi qui rapporte cette information. Monsieur Mbelou, on a comme l'impression que, étant incapable de gérer la catastrophe humanitaire, Kinshasa demande une espèce de moratoire dans les expulsions à Denis Sassou Nguesso. Encore une fois, je vous dis que ce n'est pas une incapacité. Ce n'est pas une incapacité, c'est une façon de réaliser une mission qui se réalise déjà depuis les années 90 et qui se poursuit. La mission, c'est celle de ridiculiser les Congolais, c'est celle de les déshumaniser, c'est celle de les tuer. Je vous rappelle par exemple que à l'Est, le docteur Mukwege vient de demander que on puisse crier contre le viol des bébés et des petites filles et des mamans. Donc, cette histoire-là n'a pas encore pris fin. C'est-à-dire, il y a une main noire qui utilise les fils et les filles de l'Afrique des Grands Lacs et de l'Afrique du Congo pour pouvoir avilir, tuer, anéantir, déshumaniser le peuple congolais. Et on pourrait se poser à certains moments la question de savoir, mais qu'est-ce que nous avons finalement fait pour être traités comme des moins que des humains? Nous répondons de temps en temps facilement en disant c'est parce que notre pays est immensément riche. Mais Luanda, l'Angola est immensément riche. On ne traite pas les Angolais comme on nous traite. Il y a un problème fondamental, c'est le problème de la direction. Le Congo n'existe pas. Le Congo n'est pas dirigé. Ce qui sauve encore ce Congo-là aujourd'hui, ce sont ces minorités organisées et éveillées qui essayent aujourd'hui encore de se battre sur plusieurs fronts pour que ce pays-là ne disparaisse pas de la carte de l'Afrique. J'espère que ces minorités organisées et éveillées vont pouvoir poursuivre ce travail sans coup férir et non pas d'autre pays que le Congo. Très bien, on passe à autre chose. L'opposition et la majorité ne semblent pas avoir retenu les mêmes messages des propos de John Kerry sur l'avenir de Joseph Kabila après 2013. Hein, et c'est Radio Okapi qui rapporte également cette information. Et selon lui, le député de l'opposition Jean-Lucien Boussa lui dit que John Kerry s'est opposé à toute modification de la Constitution pour prolonger ou modifier les mandats ou pour modifier les mandats de Joseph Kabila. Et le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, dit le contraire. Lui estime que les propos des responsables américains ont été tordus. Monsieur Mbelou, pourquoi cette querelle sémantique des mots sur ces sujets? On a comme l'impression que nos politiciens sont tellement extravertis qu'ils accordent énormément d'importance aux propos qui sont tenus sur eux en Occident. Ah, vous avez utilisé l'adjectif correct. Ce sont des extravertis. Il y a un viol de l'imaginaire.
qui a été repéré dans le chef de plusieurs d'entre nous, un viol de l'imaginaire dont nous peinons à pouvoir nous guérir. Donc aujourd'hui, vous avez des compatriotes qui n'ont pas encore compris que c'est à eux qu'il appartient de forger le destin de leur pays. Non, ils estiment au fin fond d'eux-mêmes, du point de vue de leur imaginaire, que le salut du Congo viendra de ce qu'ils appellent abusivement les partenaires extérieurs. Or, en restant un peu attentifs pardon, à ce qui est en train de se passer à travers le monde aujourd'hui, nous ne voyons pas où ces partenaires extérieurs sont en train d'aider XY pays à recouvrer sa souveraineté et son autonomie. Nous ne voyons pas. Nous ne voyons pas. Mais, vous savez, à un certain moment, j'ai même l'impression que une bonne partie de ce que nous estimons être les politiciens congolais vit coupé du monde réel. Donc, peut-être parce qu'il n'y a pas de courant à Kinshasa, peut-être parce que l'accès aux livres est difficile à Kinshasa et à l'intérieur du pays, mais que nos compatriotes parlent du passage de XY diplomates au Congo comme si nous avions affaire à des Pères Noël, c'est simplement révoltant. Donc, il y a quelque chose qui a été profondément détruit dans le chef de plusieurs d'entre nous. Voilà pourquoi il y a des compatriotes qui estiment, des compatriotes congolais ou africains qui estiment que le Congo a aujourd'hui besoin d'une thérapie collective. Nous sommes pour la plupart des malades. Mais monsieur Mbelou, Oui. comment faire que chez nous, cette idée reçue que de tout le monde, qui veut dire que ne peut gouverner chez nous que celui que l'Occident a choisi, pour que cette idée disparaisse, comment faire? Ah, mais il y a un travail de mémoire à faire. Il y a un travail de mémoire. Rappelez-vous, j'ai publié à un certain moment un article intitulé Les 3 moments paradigmatiques des élections au Congo. Si nous ne menons pas des analyses allant à peu près dans ce sens-là, pour voir comment les mêmes partenaires extérieurs ont la main mise sur notre pays depuis la colonisation, la traite négrière, la colonisation, en passant par l'État néo-libéral et la néocolonie qu'est le Congo aujourd'hui, s'il n'y a pas ce travail de mémoire, s'il n'y a pas cette réécriture de l'histoire, j'ai l'impression que nous allons beaucoup peiner pour pouvoir sortir du gouffre où nous sommes aujourd'hui. Donc notre imaginaire a été violé à un point très critique, un point très critique. Donc vous ne savez pas faire ce travail de guérison intérieure sans des autoroutes de communication et d'échange entre nous. Vous ne savez pas faire ce travail de guérison intérieure sans des écoles et des universités créées par les Congolais pour les Congolais, comme cela est en train de se faire aujourd'hui au Venezuela, en Bolivie, en Équateur. Eux sont aussi passés par les moments durs du viol de l'imaginaire. Cela d'autant plus que beaucoup de latino-américains avaient été formés par un certain Milton Friedman, que certains compatriotes citent comme étant un exemple dans la rédaction des textes sur l'économie libérale, malheureusement. Mais s'il n'y a pas ce travail de l'école, de l'université, mais aussi en impliquant la société civile liée aux églises qui sont en train aujourd'hui de propager ce que le professeur Kamana appelle la spiritualité imbécilisante, sans une coordination de ce travail-là, encore une fois, sur le court, moyen et long terme, nous n'irons nulle part. Or, l'école et l'université n'existent presque plus au Congo. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Nous avons de la famille au Congo, nous échangeons avec nos neveux et nos nièces chaque jour. Il n'y a pas très longtemps, je lisais qu'au moins 300 enseignants étaient restés sans salaire pendant plusieurs mois. Et quand on voit ce que nous payons à partir d'ici pour nos neveux et nos nièces,
On se dit, le Congo est au fond d'un gouffre indicible. Pour me résumer, je dirais qu'il y a un travail de mémoire à mener, mais qu'il y a une réécriture de l'histoire qui doit pouvoir se faire au niveau de certaines institutions qui fabriquent l'homme et la femme congolaise, l'homme congolais et la femme congolaise, l'école, l'université, l'église. Ces lieux-là doivent être convertis en lieu de l'émergence d'un homme nouveau et d'une femme nouvelle au Congo. Pour finir, les chefs religieux de Kinshasa ont mis en place ce dimanche 11 mai une commission d'intégrité et de médiation électorale. Oui, c'est cela, SIM en sigle. Et cette structure a été créée à l'issue d'un atelier de formation de 4 jours organisé par la Commission électorale nationale indépendante CENI à leur intention, et elle a pour mission d'accompagner l'intégrité du processus électoral par la prévention, la gestion et la médiation des conflits liés aux élections tout au long du cycle électoral. Monsieur Mbelou, on peut se poser la question sur l'utilité de créer de telles institutions. On sait bien que c'est juste pour peut-être... On l'a vu en 2011 avec Ngoïmou Lunda qui avait créé aussi quelque chose comme ça pour faire accepter aux candidats de l'opposition les résultats que lui voulait publier pour confirmer la victoire de Kabila, par exemple. Je me souviens que une délégation comme celle-là a été alimentée chez Tshisekedi et elle a été conspuée. Mais pourquoi revenir à ce genre de schéma? Est-ce que cela ne confirme-t-il pas que en fait les élections sont, comme vous le dites souvent, un piège à con? Oui, mais il y a, quand dans un pays comme le Congo, il y a eu des conflits récurrents, mettre sur pied une institution de médiation pour pouvoir gérer ces conflits-là n'est pas une mauvaise chose. Mais regardez, il y avait une commission vérité et réconciliation qui avait été prévue à l'issue des pourparlers de, c'est pas maintenant si c'est de San City ou de Lusaka. Il fallait qu'il y ait cette commission-là pour pouvoir guérir les cœurs et les esprits. Donc, créer une commission, une médiation, une organisation médiatrice pour la gestion des conflits, maintenant, sans revenir à la question de la justice transitionnelle, sans fonder cette question sur une éthique de responsabilité tournée vers le passé et une éthique reconstructive tournée vers l'avenir, on n'ira nulle part. On ne peut pas corriger un processus électoral biaisé dès le départ le long de son parcours. Parce que le problème face auquel le Congo est placé aujourd'hui, ce n'est pas simplement la question du processus électoral. Le Congo est placé dans une procédure mensongère dont les racines s'enfoncent dans la guerre de l'AFDL menée par l'élite dominante anglo-saxonne, par les proxys interposés. Donc, il n'y a pas eu le travail de la justice transitionnelle, il n'y a pas eu le travail de la commission vérité et réconciliation, l'organisation médiatrice pour la gestion de conflits, risque de mettre entre parenthèses toute une partie de notre histoire qui, demain, va peut-être nous sauter à la figure. On pourrait faire les choses de manière ordonnée. Comment? Déjà, avec la publication du rapport mapping, il y avait la proposition des commissions de justice mixte qui n'a jamais été exécutée. Donc, commençons par là. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de revenir à la question de la justice transitionnelle? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de revenir à la question de la commission vérité et réconciliation? Pourquoi? La méfiance et la haine entre
plusieurs compatriotes congolais ont atteint des proportions très dangereuses. Nous risquons de prêter flanc à ceux qui sautent sur les petits conflits interétatiques pour pouvoir faire main basse sur les matières premières des pays qu'ils envient. C'est souhaitable que nous soyons aussi attentifs à cette dimension-là. Ne disons pas, nous n'allons pas refaire l'histoire, les choses sont telles qu'elles sont, on poursuit notre marche comme si la commission, la justice transitionnelle n'était pas indispensable au redémarrage du Congo sur de nouvelles bases, mais des bases d'éthique de responsabilité et d'éthique reconstructive. Très bien, merci beaucoup M. Mbelou et à la semaine prochaine. Merci bien M. Etienne Ngandou et à la semaine prochaine.